Bonjour à toutes les lectrices et lecteurs de Pharaon Magazine. Nous vous rappelons que le numéro 44 est toujours en kiosque, sur abonnement, en version papier et PDF. On vous rappelle aussi que le 21 avril, le mercredi 21 avril, Pharaon Magazine tiendra sa première conférence, alors virtuelle pour le moment, à partir de 19 heures. Vous pouvez vous y inscrire et toutes les informations sur www.pharaon-magazine.fr. Et le thème en sera la fondation, l'organisation et la vie au quotidien de la capitale d'Amarna. Vous avez sans doute vu que l'actualité en Égypte était riche en ce moment. Donc on a eu tout début avril la fameuse parade, donc la Golden Parade des 24 momies royales, donc 4 momies de reines et 18 momies de rois, essentiellement du Nouvel Empire de la 17e à la fin de la 20e dynastie. Parade qui prenait pour origine le musée égyptien du Caire, donc à la place Tahrir, en direction du musée de la civilisation à Fustat. Alors, on lit souvent que le musée de Fustat, donc le musée de la civilisation, a ouvert pour cette occasion-là. Alors non, je tiens à préciser que le musée de la civilisation était déjà ouvert, qu'un certain nombre de salles non permanentes, il faut le reconnaître, étaient déjà accessibles. Ce qui change depuis début avril, c'est que la collection permanente rejoint enfin ces véritables salles d'exposition et que les momies royales et les cercueils royaux provenant des différentes cachettes, donc la cachette de Derlbari et la cachette royale de la Vallée des Rois, seront exposés dans des salles dédiées. Autre nouvelle, c'est l'annonce par une équipe égyptienne, et notamment faite par Zahi Hawass, que vous connaissez sans doute. Donc une découverte effectivement à Luxor, non loin du site de Ménéné Abou. Donc nous sommes sur la rive gauche de Luxor, d'une cité, alors ce qu'il appelle la cité d'Aton ou la Golden City. Bon, ce sont des noms très médiatiques et très marketing, vous l'aurez sans doute noté. Alors, de quoi s'agit-il véritablement? Alors, nous sommes effectivement à Thèbes Ouest, donc la rive gauche de Luxor. Plus précisément, nous sommes en direction du temple du site de Ménéné Abou, à partir en fait euh, du ticket office, donc du guichet de vente des principaux tickets pour les différents sites de Thèbes Ouest. Et en fait, à partir de là, donc vous avez une sorte de grand carrefour qui va donner accès aux principaux sites. Donc quand on longe sur la gauche, effectivement, le ticket office en direction de Mininabou, là on a un grand espace qui ressemble à un grand terrain vague. Et là en fait on a un certain nombre de constructions euh, dont on connaît l'existence, alors plus ou moins partiellement, parce que les fouilles sont maintenant très anciennes. Donc on a principalement le temple funéraire d'Amenhotep, fils de Apu, donc un des très importants fonctionnaires responsables du règne d'Amenhotep III. C'est notamment lui qui va organiser le chantier des colosses de Memnon, donc vraiment un personnage extrêmement important. Donc il a son temple effectivement juste en face en fait du ticket office. Si on continue un petit peu, on a d'autres chapelles funéraires. Près de Méniné Abou, en fait, on a un très grand site aussi, donc qu'on suppose être le temple funéraire de Toutankhamon, Ey et Doremeb. Alors, ce site précis est refouillé maintenant depuis 2 ans, 3 ans même, par l'équipe américaine du Chicago House qui fouille déjà Méniné Abou. Mais il était question depuis plusieurs années de reprendre totalement les fouilles au niveau du temple funéraire d'Amenhotep, fils de Apu, jusqu'à la limite en fait de l'enceinte des temples funéraires d'Ey et de Toutankhamon. Donc ça c'est un terrain vraiment qui est effectivement grand, qu'on connaît mal aujourd'hui parce qu'en fait les dernières grandes fouilles datent vraiment des années 1930. Donc il y a quand même plus de 80 ans, ce qui est très long. Alors ce qui est intéressant c'est que
cette fameuse fouille, donc des années 1930, donc faite par les Français Robichon et Varilhes, ont mis en exergue un ensemble monumental, hein, donc les chapelles, le temple proprement dit d'Amenhotep fils de Apu, et surtout tout un ensemble urbain, des enceintes en zigzag, des rues, des ruelles, des quartiers d'artisanat industriel et des quartiers d'habitation. Donc quand on rapproche un petit peu ces éléments passés, donc on est dans les publications de 1930-36, ben on constate en fait que c'est ce qui a été annoncé par Hawass il y a quelques jours. Euh, donc en fait on peut considérer qu'il ne s'agit pas d'une découverte proprement dite, mais plutôt d'une redécouverte en fait d'un site qui était oublié de tout le monde depuis très longtemps, redécouverte du site et extension de la fouille, parce qu'en fait, lorsqu'on regarde un petit peu les relevés qui avaient été faits à l'époque, ben, on constate qu'une section de cette zone urbaine, de ces zones de préparation alimentaire, de stockage alimentaire, euh, ont été vraiment fouillés. Donc en fait, toute l'extension que l'on voit aujourd'hui par les photos et par la fouille de la mission égyptienne va enfin permettre de repréciser un petit peu le plan d'ensemble de ce secteur. Alors ce secteur, il n'est pas lié au temple d'Amenhotep fils de Apu, mais en fait on complexe de Malgata, donc un Malgata au-delà de Ménéna-Abou, c'est l'immense complexe euh, palatial d'Amenofis III avec l'ensemble des administrations autour du roi. Donc vraiment un immense complexe dont on connaît les contours à peu près aujourd'hui. Hein, et d'ailleurs, des zones entières sont fouillées depuis plusieurs années par une équipe américaine qui n'a malheureusement pas pu reprendre les fouilles cette année à cause de la crise du Covid. Mais en tout cas, voilà, on sait que le site urbain tel qu'il a été annoncé et tel qu'il a été fouillé dans les années 1930 est lié effectivement au complexe de Malgata. Là-dessus, il n'y a pas de vrai souci à avoir. Et surtout, on date très bien le site, hein, parce qu'on a des estampilles de briques qui nous indiquent le nom d'Amenofis III. Donc là, il n'y a aucun souci dessus. Les activités datent aussi de cette période-là. On a des inscriptions sur des jarres qui mentionnent aussi le règne. Donc la datation ne pose pas de souci effectivement à ce niveau-là. Ce qui est remarquable, c'est qu'on a une survivance en fait de l'activité de la zone durant les premières années d'Amenofis IV à Akhenaton, tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que durant les premières années, donc Amenofis IV va vivre effectivement à Malgata. Il ne vit pas encore dans le complexe de Karnak-Est, hein, donc le complexe d'Aton, parce qu'il n'est pas encore construit. Il migrera en fait de Malgata vers Karnak seulement vers l'an 3 ou 4 avant de remigrer une fois de plus en Moyenne-Égypte. Donc là, effectivement, donc, trouver des traces d'Amenofis IV, trouver la trace des complexes de certains complexes d'Aton de Karnak n'a absolument rien d'anormal, parce qu'on est à la fin du règne d'Amenofis III, au début du règne d'Amenofis IV, donc c'est tout à fait logique effectivement que l'on ait une trace d'activité sous le nouveau roi. Alors maintenant, ce qui reste à savoir, c'est comment s'organise véritablement ce secteur, quel est le lien exact entre ce secteur-là et Malgata. Il faudrait poursuivre les fouilles, il faudrait étendre les fouilles en direction de Ménéna-Abou, voir exactement qu'est-ce qu'on a dans le sol, dans le sous-sol, pour comprendre un petit peu l'ossature et la structuration et l'organisation de ce secteur. Alors, c'est une découverte effectivement intéressante, hein, parce que ça va permettre de compléter un petit peu les activités Malgata, donc ça c'est toujours intéressant. Maintenant, il faut replacer la découverte pour ce qu'elle est. Oui, c'est une belle découverte, redécouverte même pour une partie du site. Euh, voilà, mais
il n'y a pas lieu de surmédiatiser à la découverte, hein. Il n'y a pas de trésors, il y a quelques tombes, effectivement, mais on savait déjà qu'il existait des tombes par les fouilles de Robichon et de Vary, donc là, il n'y a pas de surprise non plus. C'est quelque chose de très commun. Maintenant, c'est de comprendre un petit peu comment la vie au quotidien elle s'organisait, qui vivait là exactement. Sans doute effectivement le personnel lié effectivement à Malgata, euh, et comprendre aussi l'histoire, donc l'occupation du site et son abandon. Et ça va permettre de compléter en fait nos connaissances de cette partie de Thèbes Ouest. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour un nouveau podcast.